La Poudrerie est une scène conventionnée d'intérêt national qui est spécialisée dans la recherche, dans la création participative. C'est pourquoi nous faisons cette année donc la 3e Biennale des arts participatifs qui va porter sur la question de la transversalité. Nous allons démarrer la semaine avec le projet Petit Quechot mené par l'équipe de Isho Art Center dirigée par Carole Caremera. Ensuite, nous irons à domicile avec Une vague dans la ville, projet écrit par Dorothée Mesungstein. Sevran, la terre et le banquet, projet mené par l'équipe de Gongle, dirigé par Neil Dinch, évidemment, et dans le quartier Rougemont. Le projet Controverse en action, mené par l'équipe du Media Lab et qui sera présenté au Jardin Bio Aurore. Le projet L'Odyssée à Sevran, présenté à l'OCCS. Le spectacle poétique, philosophique et scientifique Le cœur en terre, dirigé par David Val à Cycleterre. La restitution de Où atterrir de Jean-Pierre Sévos et Chloé Latour, présenté à la salle des fêtes de Sevran. Alors le projet Quechot le monde d'après, c'est un projet sur la question des arts participatifs et aussi sur la relation entre l'art et les sciences. Ce qui est important pour moi dans ce projet, c'est l'approche multidisciplinaire, la non-hiérarchie des regards, l'aspect collectif, solidaire, la question à la fin du projet, Quechot le monde d'après avec un point d'interrogation, et surtout la convocation des savoirs des habitants, les savoirs des intellectuels, des scientifiques, des philosophes, aux côtés de celles des artistes. Ce qui est intéressant dans le projet Quechot le monde d'après, c'est qu'on apprend, nous sommes les apprenants. Et souvent dans les arts, la plupart du temps, on pense à un projet et on se dit que ça va intéresser les gens. Ici, on écoute les gens, ce qui les intéresse, et on obéit plus à une fonction de facilitateur que de commanditaire de projet, si je peux dire comme ça. Et donc faire ce travail, mener ce projet avec le Théâtre de la Poudrerie, c'est encore réfléchir à des réalités qu'on pense parfois bien connaître. Et en fait, le simple fait de placer quelqu'un d'autre dans ces réalités-là, en l'occurrence Valérie quand elle vient au Rwanda ou moi quand on va à Sevran, ça opère comme une sorte de révélateur. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans ce projet. C'est vraiment la question du déplacement. Se déplacer, pas simplement intellectuellement, mais aussi se déplacer physiquement. Et aussi même déplacer le corps physique et sa fonction sociale. Et ça, c'est des questions sociologiques, mais ce sont aussi des questions artistiques profondes pour moi. Le projet que nous développons aussi, en particulier à l'intérieur, c'est un projet qui est surtout au niveau de l'écologie des savoirs, donc qui s'adresse à la génération, à ceux qui viendront après nous. Avec les jeunes, on est allé voir des philosophes, avec les jeunes, on est allé au musée de l'environnement, avec les jeunes, on est allé voir les guérisseurs, pour essayer de comprendre quelle est, dans notre culture, qui nous a été relativement ôtée, quel est notre véritable rapport à la nature, et donc de pouvoir refaire le chemin inverse en termes d'histoire, de s'adresser au passé pour mieux penser le futur. C'est vraiment quelque chose qui a été très très important dans le projet Petit Quechot. Et je crois que plus on avance dans le travail autour des arts participatifs, plus la question de la participation se révèle comme une question politique. Et que ce soit la participation à la gouvernance ou bien une gouvernance partagée, que ce soit la question de la solidarité, de l'accès aux ressources. On l'a bien vu pendant le Covid, comment d'un bout à l'autre de la planète, les choses ne se passaient pas de la même façon. Et je crois qu'effectivement, il y a des leçons à tirer pour nous, les artistes, sur ces questions de gouvernance partagée. Comment on fait en sorte de rendre nos actes pas forcément davantage politiques, mais que le politique de nos actes ne soit pas en 3e ou en 4e partie de soirée. Une vague dans la ville, une création participative qui a donné lieu à un spectacle pour le domicile. Donc le Théâtre de la Poudrerie, depuis le début, s'intéresse aux sujets sociétaux. Et donc ce projet d'avoir une vague dans la ville de Sevran nous a paru assez excentrique.
Il y a eu une concertation publique sur ce projet auquel on a demandé au Théâtre de la Poudrerie de participer. Et suite à ça, avec Dorothée Zumstein, qui est l'auteur avec qui j'ai travaillé, nous avons eu envie d'interviewer les personnes de Sevran qui pouvaient être touchées par ce projet, c'est-à-dire les personnes qui habitaient à côté du terrain monceleux où il devait y avoir la vague de surf, mais aussi d'interviewer des politiques, des urbanistes, des scientifiques, et d'avoir vraiment une étude, une analyse de ce projet. Aujourd'hui, comment on peut avoir des idées aussi étonnantes dans le contexte dans lequel on vit, pourquoi on en arrive là, pourquoi certaines personnes vont le défendre et pourquoi d'autres vont trouver que c'est une aberration. Dorothée a choisi de porter le propos au sein d'une famille, une grand-mère, son petit-fils et sa petite-fille, qui n'avaient pas tous le même point de vue sur ce projet et qui, du coup, nous permettait de relater les différents points de vue sur la crise environnementale, sur ce projet-là, mais plus globalement sur cette question-là. Ce qu'il est important de dire sur ce projet d'une vague dans la ville, c'est qu'il s'inclut dans tous les projets qui font partie de la thématique du monde d'après. Et cette année, la thématique n'a pas impacté uniquement les spectacles menés à domicile, mais ils ont aussi impacté ces spectacles qui sont des spectacles de format hybride et transversaux, à savoir le spectacle Petit Kéchaud qui parle de la question du monde d'après, comme la restitution de l'atelier spectacle Atterrir, le projet aussi de Gongle, mais le projet du Media Lab de Sciences Po par exemple. On va beaucoup parler de cette question du monde d'après, notamment à travers la question de ce projet urbain de vague de surf, qui va être abordé sous différents formats artistiques, esthétiques, de réflexion, avec des outils différents. Regarder une même problématique sous différents angles et restituer ça à d'autres personnes qui ont réfléchi à ces questions-là différemment, par exemple aux politiques. Ça fait prendre conscience de l'impact humain et émotionnel que peut avoir sur les habitants un tel projet. Donc pour nous, il est fondamental que nous, on soit complètement, évidemment, libre, mais qu'on puisse venir écouter le travail qui est mené. Ça peut être intéressant et avoir des répercussions peut-être sur les décisions. L'écologie populaire, enfin moi je le raconte aussi souvent comme ça, c'est de dire à Sevran, il y a des savoirs du monde entier et dans la transition écologique, si on doit repartager les richesses, peut-être on doit apprendre aussi à vivre différemment et à vivre avec moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on vit mal à Sevran. On sait faire avec peu, en fait, et ce savoir faire avec peu, ce système D, qui peut nous être très utile. Pour circonscrire un petit peu le sujet, parce qu'il est vaste, quoi. Là, on peut tout faire, en fait, avec ces savoirs-là. On s'est concentré sur la question de la préparation des repas, parce que ça s'appuyait sur des pratiques qui étaient présentes à Sevran et à Rougemont avec l'association Rougemont Solidarité, mais aussi Potentiel Cité. Enfin, il y avait beaucoup de structures qui étaient impliquées dans la fabrication de plats et la distribution de ces plats lors de maraudes. Ça permettait vraiment de croiser des pratiques de partage existantes et de partager des héritages, en fait. Et pour les rencontres de l'écologie populaire, on a mis en place des règles du jeu qu'on a fait évoluer avec le temps. Ces règles du jeu, on va les transmettre là dans un film. On est en train de monter un film sur les 3 années, en fait. Et à la fin, on donne les règles du jeu pour que d'autres puissent le réaliser, parce que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, sur lequel on a été énormément porté aussi par l'association Rougemont Solidarité, qui a envie de voir des rencontres de l'écologie populaire se faire sur le monde entier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des denrées qui avaient un sens particulier pour nous. La première année, c'était des légumes qu'on avait récupérés, qu'on avait sortis des poubelles, en fait, du marché de Sevran. Et les 2e et 3e années, on a pris des légumes qui avaient poussé à Sevran dans les jardins biologiques d'insertion Aurore. On travaille dans notre mise en scène sur un format qui ressemble à un Top Chef pour les gens. Enfin, cette référence, elle est revenue tout le temps. Et du coup, on prend une référence audiovisuelle qui est bien connue, etc. Et on la détourne pour en faire un espace réflexif, analytique et documentaire. Et du coup, les règles du jeu sont très facilement préhensibles, en fait, par les gens. Ils s'approprient facilement les trucs et ils se marrent rapidement parce qu'ils ont la référence de Top Chef, de la télé, etc. Donc c'est facile pour eux de se mettre en jeu. Et en même temps, on peut aller assez loin dans les questions parce que les gens, ils sont complètement partants, en fait, pour aller dans le dur sur le plan théorique et réflexif. En fait, si la façon dont tu penses, elle est reconnue et que tu ne penses pas dans les règles du jeu de l'autre, mais dans tes règles du jeu,
c'est un kiff de penser, là, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Et moi, mon travail d'autrice un peu live, en fait, c'est de créer des ponts entre ce qui se dit et de déjouer les formats rhétoriques, télévisuels, etc., où le débat est toujours présenté comme quelque chose où tu vas fabriquer de l'opposition et tu vas consolider ta position par rapport à un autre. Et ça, c'est complètement délétère sur le plan politique. Là, ce dont on a besoin actuellement, c'est des nouvelles formes de diplomatie, de mise en perspective et de mise en lien. C'est assez fertile comme manière de faire. Et en tout cas, sur le plan artistique, ça permet vraiment de fabriquer de la fiction, des nouvelles manières de voir, des nouvelles perspectives. Donc ça, c'est sûr que... Je pense que ça marche sur le plan politique, mais je suis sûre que ça marche en tout cas sur le plan artistique aussi. Alors le Media Lab, c'est un laboratoire de recherche interdisciplinaire qui existe depuis 2009. Une spécialité du Media Lab, c'est l'invention de formes de méthodologies de recherche alternatives ou expérimentales, et notamment des méthodologies de recherche qui s'attachent à la relation entre les enquêteurs et les enquêtés, en cherchant à impliquer directement des citoyens dans les processus d'enquête. Cette question de la piscine avec de surf a continué à vraiment piquer notre curiosité parce que c'est une controverse très locale liée à un aménagement dans le cadre du Grand Paris. Et ça touche en fait à des projections. Quel monde veut-on habiter, je ne sais pas, à horizon 2050 en fait. D'un point de vue écologique, ça veut dire quoi de construire une piscine avec de surf sur le dernier champ de Sevran? Comment se construit le Grand Paris? Est-ce que ce type d'aménagement va venir répondre à des besoins des habitants, de citoyens, etc. Il y a toutes ces questions qui ont émergé. Et l'objectif de cette enquête collective, c'est une description. Ça demande des compétences, ça demande des qualités, ça demande d'arriver à saisir d'une certaine façon le réel, d'arriver à l'écrire, d'arriver à en parler. Donc, mais ce sont quand même des compétences qui sont partagées dans la vie par plein de gens. C'est d'arriver à expliquer ce qui nous arrive, ce qui nous importe, ce que l'on voit, ce que l'on lit et en parler. Et c'est d'autant plus important que dans ce cas-là, nos savoirs sont complémentaires. Et après, sur la manière aussi dont on a conçu un peu à la fois la manière de faire participer les gens et le cycle d'ateliers. On a aussi été attentif à ce qu'il y ait des moments qui pourraient paraître peut-être un peu scolaires, mais de travail sur documents, des cartes, le cadastre, certains articles, enfin des documents parfois un peu techniques, parce qu'on peut en sortir des choses. Mais on faisait varier ces moments un peu sur table avec des moments toujours sur le terrain. Oui, il me semble que ce qu'on va produire, c'est une forme de boîte à outils pour les habitants de Sevran. Ce qu'on a fait dans les ateliers, c'est d'expérimenter avec les habitants des lunettes diverses et variées, les lunettes d'ornithologue, les lunettes de paysagiste, les lunettes de danseur, pour apprendre à regarder cet espace. Finalement, là, on aura une description beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, qui permettra de bien saisir la multiplicité des enjeux, de tout ce qui se joue à cet endroit, pour derrière pouvoir évaluer, de pouvoir penser tout nouveau projet qui sera proposé comme pertinent ou pas au regard de la description qu'on aura proposée. Très souvent dans un projet, on a tendance encore une fois à avoir un positionnement binaire, pour ou contre, avec finalement des postures assez caricaturales pour la modernité, contre le saccage écologique, mais qui ne permettent pas de rentrer dans la complexité, de saisir vraiment tous les enjeux. Et donc il y a aussi l'idée de se dire, si on veut bien pouvoir débattre localement d'enjeux importants, eh bien, il faut faire ce travail. Le canal est perçu par les Sevranais comme un lieu frontière, un lieu qui divise la ville entre les quartiers de grands ensembles et les quartiers pavillonnaires. Et donc, pour moi, il était fondamental que ce lieu devienne un lieu de réunion et pas de division. Ricardo, Esteban et le Petit Bain ont proposé, il y a plus de 3 ans, à différentes structures artistiques et sportives de participer au projet de l'Odyssée sur la Seine et les canaux de Paris. Et immédiatement, avec Pascal Moni de l'Ourcq Canoë Club de Sevran, on a eu envie de s'associer à ce projet. Pour participer au projet, il y avait 2 propositions. C'était d'organiser une guinguette et de faire un chantier naval. Alors un chantier naval, moi, c'est pas tout à fait ma compétence. La guinguette, c'était un peu plus facile. Donc dès la première année, il y a 3 ans, nous avons organisé une guinguette. Et à l'époque, le collectif Gongle
avait fait un atelier de réflexion sur l'art-sport avec le foyer des myosautistes pour canoë club sur le canal. La deuxième année, on avait 500 personnes sur la parade. Cette année, on est monté à 800 à peu près. On a senti qu'il y avait un engouement des habitants, des spectateurs, et surtout quelque chose qui s'est inscrit. Quand on est venu répéter sur les bords du canal, c'était très intéressant parce que les personnes sont venues nous voir, les habitants, les passants, les cyclistes nous disaient « on recommence la fête de l'année dernière sur le canal ». Et donc on a bien vu qu'au bout de la 3e année, il y a une sorte d'habitude qui s'est prise de pratiquer ce rituel en commun. Et moi j'ai bien l'espoir que de pratiquer un rituel crée du lien, nous réunit autour de ce lieu fantastique qu'est le canal, qu'il faut qu'on se réapproprie et dans lequel peut-être j'aimerais bien, comme le disait Ricardo Esteban, qu'un jour on puisse faire une parade et qu'on saute dans le canal ou qu'on nage, enfin que tout d'un coup il y ait quelque chose où on puisse vraiment se réapproprier ce lieu et qu'il redevienne un lieu de nature et un lieu de convivialité où on puisse aussi se baigner. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai participé à une campagne scientifique à bord d'un navire océanographique, le Pourquoi pas, sur les sources hydrothermales. Et donc on est parti avec des biologistes, des géothermistes, des physiciens, et une géochimiste me dit que peut-être ces sources hydrothermales, en tout cas des environnements similaires, il y a des milliards d'années, auraient pu être en raison d'une altération. C'est un peu compliqué ce que je vais raconter, mais en fait c'est très simple. Des roches, des basaltes et de leur magma, c'est-à-dire avec cette éruption volcanique primordiale, et bien ça aurait pu créer les briques élémentaires à l'ADN, enfin les briques élémentaires de la vie, et qu'ainsi la vie, telle que nous la connaissons, ne viendrait pas uniquement de l'espace, comme on le disait, mais aussi de la roche elle-même. Et que nous naîtrions d'une certaine manière, nous, organismes carboniques, organiques, de la roche. Ça rejoignait, moi ça m'a absolument fasciné à l'époque, j'étais pas du tout au courant de ça. Ça rejoint, et c'est pour ça que moi je fais de la poésie, je fais pas de la transmission scientifique, c'est comment est-ce que j'utilise la science comme matériau poétique pour en faire une construction émotionnelle du savoir. Et là je me dis mais c'est fou, comme tous les matériaux de mon spectacle, je me dis mais là ça rejoint aussi les mythes. Dieu fabriquant Adam, le rapport, l'argile du corps, et puis l'obsession d'Olivier de Sagazan, qui lui aussi, en malaxant l'argile, veut absolument faire renaître un corps vivant, qui est le fantasme de beaucoup de sculpteurs. Et je me suis dit, mais là, il y a une épopée poétique à raconter sur ce rapport entre la roche et la vie, qui nous fait prendre conscience aussi que ce qui nous entoure, encore une fois, est beaucoup plus relié à nous qu'on ne l'imagine, ce qui nous éveille aussi peut-être l'esprit à la sensibilité, à l'empathie que nous devons absolument avoir avec l'environnement, surtout en ce moment, avec ce qui nous entoure. Et ça commence par une petite histoire, nos cœurs en terre, je vais pas trop développer. Là, ça commence par l'histoire d'un scientifique qui a vraiment existé, un médecin qui avait un cabinet de curiosité au XVIIe siècle, à l'époque où les sciences et la philosophie et la poésie n'étaient pas encore si séparées qu'elles le sont maintenant. Cet homme, Pierre Borel, croit détenir dans sa collection la preuve de la sexualité des pierres, et que donc les pierres sont des êtres vivants, tout autant que les animaux. Et donc je raconte cette chose-là, et après, bon, ça va nous emmener bien ailleurs, bien sûr, c'est le point de départ de l'histoire. Et on part à la recherche de nos arrière-grands-parents, dont on ne soupçonne absolument pas l'identité. Là, on est là donc à l'invitation du Théâtre de la Poudrerie, qui avait suivi, donc Valérie Suner, la directrice, était venue dans le projet pilote Où atterrir à Saint-Junien, où on a hybridé ces différentes disciplines, approches, donc l'approche cartographie des controverses des sciences et des techniques, art oratoire, approche création partagée par le corps, par la musique, par les ateliers artistiques sensoriels, et approche cartographique par l'approche plutôt de l'architecture, de l'urbanisme et des cartes, vraiment d'essayer de faire des cartes. Ces trois approches, elles nourrissent tous les dispositifs Où atterrir qu'on fait. Elles ont créé une forme de méthodologie qui a des étapes. Donc la première étape, trouver son concernement, une entité, quelque chose à laquelle tu te sens extrêmement attaché, dont dépendent tes conditions de subsistance et qui est menacée. Et ensuite,
tu le déclines ça et tu vas commencer à mener l'enquête là-dessus. Donc, deuxième étape, mener l'enquête. Donc déplier, le décrire, partager. Troisième étape, le partager au collectif ou en plus grand groupe avec d'autres personnes éventuellement. Et du coup, ça va faire naître aussi des controverses qui peuvent arriver. Et quatrième étape, c'est d'habiter autrement. Du coup, atterrir, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, habiter autrement dans le lieu où tu vis, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans un lieu où tu vis, qui est aussi le lieu dont tu dépends. Après, habiter cette quatrième phase, elle n'est pas forcément reliée qu'au moment de restitution, d'atelier spectacle, mais elle est aussi tout ce que chacun en fait après dans sa vie de tous les jours, quoi. La forme qui est en train de se créer là de l'atelier spectacle, elle a une forme qu'on n'a jamais fait avant. Elle est en partenariat avec le conservatoire. Elle est reliée à une création musicale avec les épopées et tout un cycle musical créé par Jean-Pierre qui s'appelle Zone Critique. Ce qui nous intéressait vraiment et ce qui intéressait le Théâtre de la Poudrerie, c'est de continuer à travailler sur ces dispositifs d'art participatif, atelier spectacle, art vivant. Ce fait que c'est un projet scientifique, artistique et politique. Comment trouver plein de modes et d'hybridation de ces différentes dimensions et de les travailler ensemble en même temps.